Grande 2.3, classification des différents types d'électrodes. Il existe beaucoup d'électrodes différentes, et pour mieux les comprendre, on peut les classer en 4 grands types, en comprenant le fonctionnement et l'intérêt de chacun des types. Commençons par les électrodes de première espèce. Elles sont constituées d'une tige d'un métal M qui est en contact avec une solution contenant les ions Mn+, c'est-à-dire des ions du même métal que la tige qui trempe dans la solution. Exemple, un fil d'argent qui trempe dans une solution de nitrate d'argent, donc contenant des ions Ag+. L'intérêt de cette électrode, c'est qu'elle permet de mesurer la concentration en ions métalliques. Par exemple, dans le cas d'une électrode d'argent, le couple redox mis en jeu est le couple Ag+Ag, dont le potentiel, avec la formule de Nernst, sera égal à E standard plus 0,06 fois log de concentration en Ag+. Autrement dit, si on arrive à mesurer le potentiel de cette électrode, on peut ensuite, par le calcul, connaître la concentration en ions Ag+. Il est important de savoir que les électrodes de première espèce existent, parce qu'en TP, on pourra des fois vous laisser choisir par quelle méthode mesurer la concentration d'une espèce en solution. Eh bien, si vous devez mesurer la concentration d'un ion métallique en solution, sachez que vous pouvez très facilement le faire en faisant une électrode de première espèce, autrement dit, en prenant une tige du même métal que l'ion à mesurer, en la mettant dans la solution et en mesurant son potentiel, en faisant par exemple ce qu'on appelle une pile de concentration, qu'on pourra voir dans les exercices. Une fois qu'on a mesuré le potentiel, on en déduit la concentration dans l'ion métallique. Les électrodes de deuxième espèce sont constituées d'une tige métallique qui est en contact avec un sel peu soluble de ce métal et une solution contenant un anion en commun avec le sel peu soluble. Ce sont des électrodes un peu plus compliquées, mais pour se souvenir de ces électrodes de deuxième espèce, on peut se souvenir que l'électrode au calomel saturé, que nous avons vu précédemment, est un très bon exemple d'électrode de deuxième espèce. En effet, elle est constituée d'un métal, le mercure, en contact avec un sel de mercure, Hg2Cl2, en contact avec une solution de chlorure de potassium, donc contenant l'anion chlorure, qui est saturé. C'est ce trio métal, sel de mercure avec du chlore, et ensuite solution de KCl saturé, qui forme une électrode de deuxième espèce. Et ce type d'électrode est toujours utilisé pour faire la même chose, obtenir une électrode de référence. En effet, si on arrive à maintenir la concentration en Cl- constante, puisqu'on utilise une solution saturée, on aura un potentiel constant pour cette électrode et on pourra donc l'utiliser comme référence pour mesurer le potentiel d'autres électrodes. Les électrodes de troisième espèce sont constituées d'un métal inerte, c'est-à-dire qui ne réagit pas chimiquement. Souvent on choisit pour cela le platine, qui plonge dans une solution contenant un oxydant et un réducteur qui appartiennent à un même couple. Par exemple, imaginons qu'on a une solution qui contient des ions Fe3+, et des ions Fe2+, appartenant donc à un couple redox, Fe3+, Fe2+. Pour mesurer le potentiel de cette solution, on peut y plonger un fil de platine qui ne va pas réagir, mais qui va simplement par le contact électrique se mettre au potentiel du couple Fe3+, Fe2+, et va nous permettre de mesurer ce potentiel. L'intérêt de ces électrodes, il est un peu similaire à l'intérêt d'une électrode de première espèce, c'est de mesurer des concentrations en solution en mesurant le potentiel et ensuite en utilisant la formule de Nernst pour connaître le rapport Fe3+ sur Fe2+ qui apparaît dans l'expression du potentiel. On va souvent les utiliser pour suivre des titrages par exemple, ou pour mesurer l'avancement d'une réaction et déterminer une constante d'équilibre. Même si elles ont à peu près le même objectif que les électrodes de première espèce, on peut les distinguer puisque dans l'électrode de première espèce, le métal qui constitue l'électrode intervient directement dans le couple redox, alors que dans l'électrode de troisième espèce, le métal qui constitue l'électrode n'intervient pas dans le couple redox, il est simplement là pour avoir une connexion électrique, mais le couple redox est directement dans la solution. Le quatrième type d'électrode, on l'appelle électrode à membrane. L'exemple que vous avez rencontré en TP, c'est celui de l'électrode de verre, qui est utilisée pour la mesure du pH.
Même si on ne va pas vous demander de connaître le fonctionnement précis de cette électrode, il est important de savoir de quoi elle est constituée et par quel grand principe elle permet de mesurer le pH d'une solution. De plus, cette électrode étant très utilisée, il faut que vous sachiez la reconnaître et savoir quels sont les éléments importants dans cette électrode. L'électrode de verre est constituée d'une tige d'argent recouverte d'un sel peu soluble de chlorure d'argent, AgCl, et immergée dans une solution qui contient une concentration fixée en ion chlorure, Cl- et en ion hydronium, H3O+. Cette description correspond à une électrode de seconde espèce. Mais ce qui est particulier avec l'électrode de verre, c'est que cette électrode de seconde espèce est scellée à l'intérieur d'une sphère constituée d'une membrane de verre très fine, d'environ 10 micromètres d'épaisseur. Et c'est cette membrane de verre qui va être mise en contact avec la solution à analyser. Autrement dit, ce que j'ai décrit là, l'électrode de seconde espèce dans la sphère de verre, c'est ce qui est présent en bas de l'électrode de verre dans cette petite bille en verre. À l'intérieur de la bille, il y a la solution de H3O+, et de Cl-, une électrode d'argent, un fil d'argent qui part de cette bille de verre et qui remonte jusqu'au câble ici pour mesurer le potentiel, et qui est recouverte également du solide AgCl. Cette électrode correspond donc au couple AgCl-Ag, qui a un potentiel que l'on peut exprimer avec la formule de Nernst, et qui sera E égale E standard AgCl-Ag moins 0,06 log de l'activité en ion Cl-, qui ici pourrait être assimilé à la concentration en ion Cl-. Mais alors, comment cette électrode arrive-t-elle à mesurer le pH ? Puisqu'on a vu que les électrodes de seconde espèce, normalement, étaient utilisées pour créer des électrodes de référence. Ici, ce potentiel devrait être constant puisqu'on a dit que la concentration en Cl- et en H3O+, était fixée, et qu'on voit que le potentiel de l'électrode AgCl-Ag ne dépend que de l'activité, donc de la concentration en ion Cl-. Et bien, ce qui fait qu'on arrive à mesurer le pH de la solution grâce à cette électrode, c'est le fait qu'elle soit enfermée dans la bille de verre. En effet, cette membrane de verre très fine, lorsqu'elle est immergée dans une solution qui a une concentration en H3O+, différente de la solution qui est contenue à l'intérieur de la sphère de verre, cela crée un effet électrostatique qui modifie le potentiel électrique de l'électrode, même si on ne change pas la concentration en ion chlorure. Autrement dit, ce n'est pas vraiment un effet chimique ici, mais c'est un effet physique qui va se produire et qui va modifier le potentiel. Cet effet, on l'appelle potentiel de membrane, et il est hors programme, mais il faut savoir qu'il existe. Pour résumer, une électrode de verre, c'est en fait une sorte d'électrode de référence construite avec le couple AgCl-Ag, mais cette électrode de référence, on la met à l'intérieur d'une membrane de verre, et cette membrane de verre, lorsqu'elle est en contact avec une solution qui contient des ions H3O+, cela crée un effet électrostatique qui va modifier le potentiel de l'électrode de référence qu'on a emprisonné à l'intérieur. Et ça va le modifier d'une façon très pratique, puisque, et ça c'est quelque chose à retenir, le potentiel de l'électrode de verre va évoluer de façon linéaire avec le pH. On pourra dire que son potentiel E sera égal à A plus B fois pH, avec A et B des constantes à déterminer. Les valeurs de ces constantes A et B dépendent de l'état du verre qui constitue la membrane de verre, et comme c'est une membrane assez fragile, elles peuvent évoluer au cours du temps. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on fait une mesure avec un pH mètre, si on veut une mesure précise, au préalable, il faut étalonner le pH mètre. Autrement dit, déterminer les valeurs de A et B juste avant la mesure. Pour ça, on utilise, vous vous souvenez, en TP, des solutions tampons de pH connues. Pour chacune de ces solutions, on va mesurer le potentiel de la solution. Donc par exemple, c'est des solutions de pH 4 et pH 7. Et si on mesure par exemple deux points, le point de potentiel à pH 4 et le point de potentiel à pH 7, à partir de là, on peut retrouver l'équation de cette droite et déterminer les valeurs de A et B, ce qui permet ensuite, à chaque mesure de potentiel, de trouver par le calcul le pH. En général, c'est fait automatiquement par le pH mètre, qui vous demande simplement, mettez le premier tampon, mettez le deuxième tampon, et qui ensuite fait tout le reste de façon automatisée. Pour finir, et c'est un point important, souvenez-vous qu'on ne peut pas mesurer le potentiel d'une seule électrode. On ne peut que mesurer la différence de potentiel entre deux électrodes. Donc si l'électrode de verre a un potentiel très intéressant à mesurer, puisqu'il permet de calculer le pH, pour mesurer ce potentiel, il va falloir une autre électrode, une électrode de référence,
qui elle a un potentiel fixé, et c'est la différence entre ces deux potentiels qui va nous permettre de déterminer le potentiel de l'électrode de verre. Pourtant, vous vous souvenez peut-être en TP avoir manipulé des électrodes de verre et avoir utilisé une seule sonde, cette grande sonde-là, sans utiliser de deuxième électrode et sans faire la différence de potentiel entre le potentiel de cette électrode et le potentiel d'une autre électrode qui serait l'électrode de référence. La raison pour laquelle vous avez utilisé une seule sonde, c'est parce qu'en fait, dans cette grande sonde, il y a deux électrodes. Il y a directement l'électrode de mesure et l'électrode de référence. En effet, jusqu'à maintenant, ce que nous avons décrit comme électrode, c'est uniquement ce qu'il y a dans la petite sphère qui est en bas, qui est l'électrode de mesure. Mais tout ce qu'il y a en haut de l'électrode, cette grande partie-là, est en fait une électrode de référence, constituée du même type d'électrode, une électrode AgCl-Ag, ça c'est le fil qui tourne ici, vous voyez, ça c'est un fil d'argent recouvert de chlorure d'argent et qui baigne dans une solution de référence avec une concentration en H3O+, et en Cl- fixée. Autrement dit, qui va avoir exactement la même expression de potentiel, E égale E standard moins 0,06 fois log de l'activité en Cl-, mais qui, elle, n'est pas en contact avec la sphère de verre. Donc qui, elle, a vraiment un potentiel fixé. Et on va mesurer, en fait, il y a deux fils qui passent à l'intérieur de cette gaine en plastique. On va mesurer la différence de potentiel entre cette électrode de référence et l'autre électrode de référence, mais qui, elle, étant enfermée dans la sphère de verre, va avoir son potentiel modifié par l'effet potentiel de membrane. On appelle cette grande électrode, cette grande sonde qui sert à mesurer le pH, une électrode combinée. Combinée parce qu'on a mis à la fois l'électrode de mesure et l'électrode de référence dans la même sonde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir, hein, le vocabulaire électrode de verre combinée, comprendre que la partie qui mesure, c'est la partie dans la sphère, et qui a un potentiel de membrane qui va modifier le potentiel de la première électrode de mesure qui est là, et que la partie au-dessus, c'est l'électrode de référence.